Bonjour mes chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler des os de la face. Donc voici les prérequis pour cette vidéo, une connaissance de l'anatomie générale et l'ossologie du crâne. Donc l'objectif général, c'est d'étudier les os de la face. Les objectifs spécifiques, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de situer la face, de citer les os impairs de la face, d'énumérer les os pairs de la face, de décrire l'os maxillaire, d'énumérer les processus de l'os zygomatique, de nommer l'os du massif facial, s'articulant avec tous les os du massif facial supérieur. Afin d'atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après un chapitre de généralité, nous aborderons successivement l'anatomie descriptive, les rapports. Avant de conclure, nous parlerons des moyens d'exploration et quelques applications cliniques. Conformément au plan annoncé, abordons les limites des régions de la tête et du cou dans le premier sous-chapitre des généralités. Au niveau de la tête et du cou, on distingue trois grandes régions. Il s'agit du crâne, de la face et du cou. Donc ici, nous avons une vue latérale qui nous montre les trois grandes régions de la tête et du cou. Ici, nous avons le crâne, et là, nous avons la face, et par là, nous avons le cou. Donc, le crâne est séparé de la face par une ligne sinueuse qui passe par les nasions, le bord supraorbitaire de l'os frontal, l'arcade zygomatique, le bord inférieur du port acoustique externe, le processus mastoïde et la ligne nucale supérieure occipitale. Donc c'est cette ligne sinueuse qui sépare le crâne de la face. Donc la face est séparée du cou par une ligne sinueuse qui passe par l'os hyoïde, par le ventre postérieur du muscle digastrique. Ensuite, décrit une ligne horizontale passant par la bandelette mandibulaire et en arrière de la lame vertébrale du fascia cervical. Donc ici, cette ligne sinueuse sépare la face du cou. Quelle est la limite du cou? Donc le cou est limité caudalement par le bord supérieur du manubrium et la face supérieure des deux clavicules. Donc il s'agit d'une ligne conventionnelle une ligne conventionnelle horizontale unissant les deux articulations acromioclaviculaires, et cette ligne passe par le processus épineux de C7. Donc crânialement, le cou va d'avant en arrière par le bord inférieur de l'arcade, donc le bord inférieur de l'arcade, le bord inférieur, donc crânialement, le cou va d'avant en arrière par le bord inférieur de l'arc mandibulaire, le bord postérieur du muscle digastrique, la ligne verticale, donc la ligne verticale, la branche de la mandibule, qu'on appelait la branche montante de la mandibule, et en arrière par la ligne tendue de l'articulation temporomandibulaire à la protubérance occipitale externe. Donc cette limite suscite quelques intérêts que nous allons aborder
dans le deuxième sous-chapitre des généralités. Ici, nous avons une vue antérieure de la face. Donc, la face représente la partie de la tête appendue au-dessous de la partie antérieure de la base du crâne. Donc, c'est cette partie-là. Donc, c'est cette partie-là, je vais colorer. Donc, c'est cette partie-là qui représente la face. Donc, c'est la partie de la tête appendue au-dessous de la partie antérieure de la base du crâne. Donc, l'étude anatomique des os de la face présente un intérêt. L'intérêt, il est tout d'abord physiologique. La face abrite les cavités orbitaires que vous voyez ici. Donc, les deux cavités orbitaires sont au niveau de la face. Ensuite, les cavités nasales et la cavité orale. Donc, ces cavités jouent un rôle crucial dans l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre du milieu intérieur. Donc, la face abrite les cavités orbitaires. Donc, voici un enfant. Donc, grâce à ces cavités orbitaires, donc logeant les yeux, nous pouvons apprendre à lire et à écrire, ce qui est capital pour l'existence humaine. Donc, au niveau de la face, nous avons les fosses nasales. Donc, les fosses nasales qui nous permettent de sentir. Donc, tout ce qui est l'olfaction. Donc, ce qui est important du point de vue physiologique. Donc, la face, comme nous avons dit, abrite également la cavité orale qui nous permet de s'alimenter. Donc, l'alimentation va jouer un rôle important dans le maintien de l'équilibre du milieu intérieur qu'on appelle l'homéostasie. Donc, l'intérêt, il est aussi thérapeutique. Vous voyez ces trois photos qui nous montrent des maladies monstrueuses au niveau de la face. Donc, vous voyez ici des yeux qui sont protrus, des cavités orbitaires. Et là, au niveau de la bouche, vous voyez aussi une autre maladie. Donc, la connaissance des régions, au niveau des régions du crâne, de la face et du cou, aux limites précises, permet de comprendre la physiopathologie, la clinique et le traitement des maladies de la sphère otorhinolaryngologie et cervico-faciale. L'intérêt, il est thérapeutique, donc comme vous voyez sur cette plaque. Donc, en effet, chaque processus pathologique a ses propres voies d'extension qui conditionnent les signes cliniques et les propositions thérapeutiques. Voies d'extension parfaitement délimitées par les parois des diverses régions de la face et du cou. Par conséquent, cette anatomie est l'un des fondements de l'étude de l'anatomie ORL et cervico-faciale. Donc, ces considérations générales vont nous permettre d'aborder l'anatomie descriptive dans le deuxième chapitre de la leçon. Donc, au niveau de la tête, nous distinguons le squelette du crâne que nous avons étudié dans la leçon précédente et le squelette de la face qui constitue l'objet de la présente. Le squelette de la face, pour étudier le squelette de la face, nous allons successivement aborder les os de la face et ensuite nous parlerons de la morphologie générale des os de la face. Les os de la face sont subdivisés en deux groupes. Il y a les os qui sont unis qu'on appelle les os impairs de la face. Donc, il y a deux os impairs au niveau de la face. Il s'agit du vomaire que vous voyez ici et de la mandibule. Ici, c'est une vue inférieure et là, c'est une vue supérieure. Donc, ensuite, nous avons les os pairs de la face. Donc, les os pairs de la face, voici la liste des os pairs au niveau de la face. Nous avons les deux os maxillaires, les deux os zygomatiques, les deux os nasaux, les deux os lacrymaux, les os palatins, le cornet nasal inférieur.
Donc, parlons à présent de l'os maxillaire. Donc, voici une vue antérieure du crâne qui nous montre l'os maxillaire. Donc, voici l'os maxillaire là, que vous voyez là ici. Donc, l'os maxillaire qui est là à ce niveau, c'est un os qui est pair et symétrique. Il participe au massif facial. Anciennement, on appelait le maxillaire supérieur. Actuellement, c'est l'os maxillaire. Donc, son origine est membraneuse. Donc, voici la situation de l'os maxillaire. L'os maxillaire compose avec son homologue une arcade qu'on appelle l'arcade dentale supérieure, que vous voyez ici. Donc, vous voyez l'arcade dentale supérieure. Donc, l'os maxillaire s'articule avec l'arcade dentale inférieure portée par la mandibule par l'intermédiaire des dents. L'os maxillaire forme la partie inférieure, ici. Donc, l'os maxillaire forme la partie inférieure de l'orbite, que vous voyez là. Donc, la partie inférieure de l'orbite est constituée par de l'os maxillaire. Et l'os maxillaire constitue la face latérale des fosses nasales. Donc ici, vous voyez les fosses nasales. Donc la face latérale est constituée par l'os maxillaire. Donc la face latérale des fosses nasales est constituée par de l'os maxillaire. Donc l'os maxillaire s'articule avec tous les os du massif supérieur. Il s'articule avec l'os palatin, il s'articule avec l'os zygomatique que vous voyez ici. Donc là, vous voyez l'os zygomatique. Donc il s'articule avec ici l'os maxillaire. L'os maxillaire s'articule avec l'os lacrymal qui se trouve à ce niveau. Il s'articule avec le cornet nasal inférieur, avec l'os nasal que vous voyez là ici. Voici les deux os nasaux. Il s'articule avec l'os maxillaire. Donc l'os maxillaire s'articule également avec le vomer, l'un des os impairs de la face. Donc concernant les os du crâne, l'os maxillaire s'articule avec l'os frontal. Donc il s'articule avec l'os frontal. Donc là, vous avez ici donc l'os frontal. Donc il s'articule avec l'os maxillaire. Voilà. Donc voici l'os frontal qui s'articule avec l'os maxillaire. Et l'os maxillaire, il va s'articuler aussi avec l'ethmoïde. Donc ici, voici la situation de l'os maxillaire. Au niveau de son corps, il existe des cavités. Donc des cavités remplies d'air qu'on appelle le sinus. Donc ici, le sinus maxillaire droit et là, le sinus maxillaire gauche. Et sur cette vue latérale, donc voici le sinus maxillaire. Donc il s'agit d'une cavité remplie d'air. Donc l'os maxillaire, c'est un os irrégulier de forme quadrangulaire. C'est un os irrégulier, de forme triangulaire. Il présente à décrire 5 faces, 6 bords, une base, un sommet et 4 processus.
Donc, les 4 processus de l'os maxillaire sont le processus frontal, le processus alvéolaire, le processus zygomatique, le processus palatin. Donc ici, sur cette vue inférieure de l'os palatin, nous voyons le processus palatin de l'os, donc de l'os maxillaire ici. Donc c'est le processus palatin de l'os maxillaire. Donc voici maintenant une représentation 3D qui nous montre le processus frontal. Donc ce processus frontal s'articule avec l'os lacrymal, l'os nasal, l'os frontal et l'os ethmoïde. Donc voici en représentation dynamique 3D le processus palatin. Donc ce processus palatin sépare la cavité nasale de la cavité orale. Voilà, donc voici encore en représentation 3D le processus palatin. Donc l'os maxillaire présente plusieurs processus. Ici, nous avons le processus alvéolaire. Donc le processus alvéolaire qui est là. Donc ce processus alvéolaire qui est en forme d'arc. Ce processus alvéolaire est creusé en cavité et ces cavités reçoivent les dents supérieures. Donc ici, nous voyons en représentation dynamique 3D le processus zygomatique. Le processus zygomatique participe à la formation de l'arcade zygomatique que vous voyez ici. Donc voici le processus zygomatique de l'os maxillaire. Donc le processus zygomatique de l'os maxillaire qui participe à la formation de l'arcade zygomatique à ce niveau. Donc l'arcade zygomatique à ce niveau. Donc nous allons à présent parler de l'os zygomatique. Donc voici une vue antérieure qui nous montre les deux os zygomatiques coloriés en vert. Les deux os zygomatiques forment le relief palpable au niveau de la pommette. Donc les deux os ici sur la vue antérieure, donc nous avons ici les deux os zygomatiques là. Donc voici l'os zygomatique et de l'autre côté, voici l'os zygomatique. Donc l'os zygomatique est situé juste sous la peau. Donc vous pouvez le palper. Donc il forme une convexité et à son niveau on trouve le foramen zygomatico-facial. Donc le foramen zygomatico-facial qui va livrer passage au rameau zygomatico-facial du nerf zygomatique et au rameau de l'artère lacrymale. Donc voici une vue latérale droite du crâne. Sur cette vue latérale droite du crâne, nous avons ici l'os zygomatique. Donc l'os zygomatique est là, ici, sur cette vue latérale droite du crâne. Donc voici la position, voici la position de l'os zygomatique. Donc voilà, donc il n'y a pas cette partie-là. Voilà. Donc voici, je vais recolorier. Donc voici la position de l'os zygomatique. Donc l'os zygomatique qui abrite un foramen nommé le foramen zygomatico-facial qui livre passage au rameau zygomatico-facial du nerf zygomatique et au rameau de l'artère lacrymale. Donc voici les deux os zygomatiques. Donc l'os zygomatique présente une face médiale à ce niveau. Cette face médiale là, donc va constituer la face médiale de l'orbitre. Donc voici ici la face orbitaire et là voici la face orbitaire de l'os zygomatique
qui est concave, donc qui est concave médialement. Donc, l'os zygomatique forme la paroi latérale de l'orbite. Vous voyez la position de l'os zygomatique. Il forme la paroi latérale de l'orbite. Donc, l'os zygomatique présente un processus qui est le processus maxillaire de l'os zygomatique. Donc, ce processus maxillaire de l'os zygomatique s'articule avec le processus zygomatique que vous voyez là. Il s'articule avec le processus zygomatique de l'os maxillaire. Donc là, nous voyons ici, sur cette vue latérale droite du crâne, le processus temporal. Là, donc ici, nous avons l'os zygomatique là. Et son processus temporal part en arrière. Donc ici, nous avons le processus là, donc le processus temporal de l'os zygomatique qui s'articule avec le processus zygomatique de l'os temporal. Donc voici le processus zygomatique de l'os temporal. Donc cette union entre le processus temporal de l'os zygomatique et le processus zygomatique de l'os temporal forme l'arcade zygomatique. Donc toute cette partie là formée par les deux processus constitue ce qu'on appelle l'arcade zygomatique là. Donc ici vous avez l'arcade zygomatique à ce niveau. Donc au niveau de l'os zygomatique, nous avons le processus supérieur. Donc vous voyez ici, le processus supérieur est là. Donc ce processus supérieur de l'os zygomatique, en fait, s'articule en haut avec le processus zygomatique de l'os frontal. Donc vous voyez ici le processus zygomatique de l'os frontal. Là, qui vient de l'os frontal, il va s'articuler avec le processus frontal de l'os zygomatique. Donc là, on voit aussi le processus zygomatique de l'os frontal qui s'articule avec le processus frontal de l'os zygomatique. Donc nous allons à présent parler de l'os palatin. Donc voici une vue inférieure qui nous montre ici l'os palatin. Donc vous voyez ici l'os palatin est là. Donc je le colorie en vert. Donc voici l'os palatin. Voilà. Donc l'os palatin qui participe à la formation du palais osseux. Donc toute cette partie constitue le palais osseux et nous remarquons que l'os palatin participe à cette formation. Donc ici, voici sur une photo la position de l'os palatin qui participe à la formation du palais osseux et les cavités nasales. Voilà, donc ici, voici en vue latérale, donc l'os palatin, sa forme. Et voici en vue antérieure, l'os palatin. Donc l'os palatin s'articule avec l'os maxillaire, que vous voyez ici, avec l'os sphénoïde, avec l'os ethmoïde, avec les cornets nasaux inférieurs, avec le vomer et avec l'os palatin contralatéral. Donc vous voyez ici là. Donc l'union des deux os palatins. Donc l'os palatin épouse la forme de la lettre L majuscule. Vous voyez? Donc c'est la forme de la lettre L majuscule. Donc la forme de la lettre L majuscule avec une lame perpendiculaire
là, avec une lame perpendiculaire à ce niveau, et une lame latérale, donc une lame latérale. Il va participer à la formation de la paroi latérale des fosses nasales. Et la portion horizontale forme le palais osseux. Voilà, ce niveau. Donc, nous allons parler de l'os lacrymal. Donc, ici, nous voyons l'os lacrymal ici, colorié en vert. Donc, l'os lacrymal a une origine membraneuse. C'est un os pair de petite taille, de forme quadrangulaire. Donc ici, nous voyons deux représentations vues de face, la position de l'os lacrymal qui participe à la formation de la paroi, donc de la paroi médiale de l'orbite, et à la paroi latérale de la cavité nasale. Donc ici, voici en vue latérale l'os lacrymal qui participe à la formation de la paroi médiale de l'orbite. Donc voici en représentation 3D l'os lacrymal. Donc il présente à décrire deux faces et quatre bords. Donc à présent, nous allons parler de l'os nasal. Donc ici, voici l'os nasal sur la vue antérieure. Donc nous avons ici l'os nasal sur la vue antérieure. Donc je colorie l'os nasal en marron. Là, vous avez l'os nasal. L'os nasal ici à ce niveau. Voilà. Donc l'os nasal a une origine membraneuse. On l'appelle également les os propres du nez. Donc l'os nasal est un petit os qui est plat, il est pair, il est symétrique et forme ce qu'on appelle les ailes du nez. Donc l'os nasal forme les ailes du nez. Donc l'os nasal a une forme quadrangulaire, vous voyez, une forme quadrangulaire. Il présente deux faces. Et quatre bords. Donc voici en vue latérale les deux os nasaux et en vue antérieure les deux os nasaux. Donc nous allons parler du cornet nasal inférieur. Donc voici une représentation dynamique 3D qui nous montre le cornet nasal inférieur. Le cornet nasal inférieur a une origine membraneuse. Il s'agit d'une lamelle osseuse enroulée sur elle-même verticalement et allongée d'avant en arrière. Donc le cornet nasal inférieur présente deux faces, deux bords qui sont le bord supérieur et le bord inférieur. Donc ici, voici une représentation dynamique 3D qui nous montre le cornet nasal inférieur. Donc voici la face médiale qui est convexe et fait face à la cloison des fosses nasales. Au niveau de cette face médiale, nous avons de nombreux sillons correspondant au vaisseau sanguin. Donc la face latérale du cornet nasal inférieur est concave et limite le méa nasal inférieur. Donc là, nous avons le bord supérieur sur cette représentation dynamique. Et là, nous avons le bord inférieur qui est libre. Donc nous allons à présent aborder les os impairs de la face. Donc ici, nous avons le premier os impair de la face qui est le vomer. Ici, nous avons une vue coupe qui nous montre la position du vomer. Donc voici ici la position du vomer. Je vais prendre un crayon.
un crayon. Voilà. Donc ici, vous voyez ici la position du vomer. Donc c'est cet os-là qui en fait va s'unir avec la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde pour cloisonner les fosses nasales en deux parties. Voilà, donc voici ici le vomer que je colorie en jaune. Voilà, donc ici vous voyez le vomer. C'est un os impair de la face. Le vomer présente deux faces et quatre bords. Donc les deux faces du vomer sont recouvertes par une muqueuse qu'on appelle la muqueuse nasale. Et cette muqueuse nasale est sillonnée de vaisseaux. Voilà. Il y a beaucoup de sillons neurovasculaires qui cheminent sur cette muqueuse. Donc voici le vomer. Donc l'origine du vomer, le vomer est d'origine cartilagineuse. Donc au niveau de sa face, nous avons des sillons, donc des sillons neurovasculaires qui en fait correspondent au passage de l'artère nasopalatine et au nerf nasopalatin. Donc voici une représentation dynamique 3D du vomer, donc qui nous montre ces quatre bords, le bord supérieur, le bord inférieur, le bord antérieur et le bord postérieur. Donc là, nous avons ici le bord supérieur du vomer qui s'articule avec, je prends le marqueur. Donc ici, vous avez le bord supérieur du vomer qui s'articule avec l'os sphénoïde. Donc vous voyez ici l'os sphénoïde, vous vous rappelez bien. Donc là, le bord supérieur, il s'articule avec l'os sphénoïde en formant ce qu'on appelle le canal sphéno-vomérien médian. Donc ici, vous connaissez bien cet os-là. Il s'agit de l'os sphénoïde avec ici la selle turcique que nous avons étudiée au niveau des os du crâne. Donc là, le bord supérieur que vous voyez là, donc le bord supérieur ici, donc le bord supérieur s'articule avec le sphénoïde en formant le canal sphéno-vomérien médian. Donc le bord inférieur du vomer à ce niveau s'articule en avant avec le sillon intermaxillaire. Donc le sillon intermaxillaire, ici vous avez l'os maxillaire. Donc en avant, le bord inférieur, il s'articule avec le sillon intermaxillaire des os maxillaires. Donc en arrière, je change de couleur. En arrière, le bord inférieur s'articule avec le sillon interpalatin de l'os palatin. Je remercie l'un de mes maîtres, le professeur Jean-Marie Leminor, donc celui qui a dessiné, qui a fait ce schéma-là. Je le remercie beaucoup. Donc le bord postérieur du vomer est libre, il est mince et il est oblique en bas et en avant. Donc nous allons à présent parler du deuxième os impair de la face qui est la mandibule. Donc voici ici la mandibule. Vous retenez que la mandibule est le seul os mobile de la face. Donc la mandibule épouse la forme d'un fer à cheval ouvert vers l'arrière. Vous voyez ici. Donc la mandibule a cette forme-là. Donc fer à cheval ouvert vers l'arrière. Voilà. Donc la mandibule, quelles sont les différentes parties de la mandibule? Donc la mandibule présente un corps. Donc ici vous avez le corps de la mandibule. Vous avez l'angle de la mandibule à ce niveau et vous avez les branches mandibulaires.
Donc voici les trois parties de la mandibule. Donc le corps de la mandibule est cette portion horizontale. Donc voici le corps de la mandibule qui est cette portion horizontale, renforcée en avant par le tubercule, ici par le tubercule mentonnier. Donc le corps est renforcé en avant, ici par le tubercule mentonnier. Son arcade alvéolaire, à ce niveau, son arcade alvéolaire porte la denture mandibulaire ou les dents inférieures. Voilà, donc je suis en train de colorer l'arcade alvéolaire de la mandibule portant la denture mandibulaire. Donc ici, nous avons une vue postérieure donc, qui nous montre la face médiale, qui nous montre au niveau de la face médiale la ligne mylo, donc la ligne mylo-hyoïdienne. Voilà, la ligne mylo-hyoïdienne que vous voyez bien ici au niveau de la face postérieure du corps de la mandibule. Au niveau de la face dorsale, nous remarquons également les épines mentonnières. Donc ici, nous avons l'épine mentonnière supérieure à ce niveau. Et là, nous avons l'épine mentonnière inférieure. Donc je vais changer de couleur parce qu'on ne voit pas. Donc ici, nous avons les deux épines mentonnières. Donc la supérieure est là et l'inférieure est là au niveau de la face dorsale du corps de la mandibule. Donc la situation de la mandibule, donc en arrière du corps, ici, donc en arrière du corps de la mandibule et en dessous de la branche de la mandibule, nous avons une partie de la mandibule qui s'appelle l'angle de la mandibule. Ici, nous avons le corps et là, nous avons la branche, donc la branche de la mandibule. Donc, entre les deux intersections, nous avons une partie de la mandibule nommée l'angle mandibulaire. Voilà. Donc, l'angle mandibulaire. Maintenant, la branche de la mandibule. Donc, ici, la branche de la mandibule en vue oblique gauche constitue en fait une lame verticale. Donc, la branche de la mandibule constitue une lame verticale. Donc, cette lame verticale supporte en haut et en avant le processus, vous voyez ici le processus en haut et en avant, le processus condyle, là à ce niveau. Donc, l'angle de la mandibule porte en haut et en avant le processus condyle, ou encore appelé le condyle. Donc, au niveau de ce processus mandibulaire que vous voyez ici, s'insère le tendon, donc le tendon du muscle temporal. Donc, vous voyez ici le muscle temporal. Donc, dans la fosse temporale, son tendon descend pour s'insérer sur le processus coronoïde. Donc, toujours au niveau de la branche de la mandibule, nous avons le deuxième processus qui est le processus condylaire. Donc, ce processus condylaire que vous voyez ici s'articule avec la fosse mandibulaire de l'os temporal en formant une articulation appelée l'articulation temporomandibulaire. Voilà, donc le processus condylaire s'articule avec la fosse mandibulaire pour former l'articulation temporomandibulaire. Entre le processus condylaire, le processus coronoïde, ici que vous voyez là en avant, et le processus condylaire, nous avons
une incisure, là, incisure nommée l'incisure mandibulaire. Donc, après l'étude de chaque os de la face, nous allons à présent parler de la morphologie générale des os de la face. Donc, je remercie mon maître, le professeur Jean-Marie Minor, pour son schéma. Ici, nous avons une vue antérieure des os de la face. Donc, nous reconnaissons ici les os propres du nez, les deux os maxillaires. Ici, nous avons l'os zygomatique et là aussi l'os zygomatique. Voilà, donc c'est une vue latérale d'ensemble du massif facial avec les os, avec l'os propre du nez, l'os maxillaire à ce niveau et l'os zygomatique que nous voyons ici. Donc là, ici, nous avons toujours une vue antérieure du massif facial et de la mandibule. Donc nous avons là ici les os propres du nez, les deux os maxillaires, les deux os zygomatiques et la mandibule qui est le seul os mobile de la face. Donc les os de la face ne sont pas isolés, ils contrastent de nombreux rapports que nous allons aborder dans ce troisième chapitre de la leçon dénommé les rapports. Donc ici, vous voyez les os, dans les os de la face, ici, donc les os propres du nez, qui sont en relation avec, les deux os maxillaires, vous voyez là, donc le processus frontal de l'os maxillaire, donc qui côtoie les os propres du nez, et vous voyez aussi le processus zygomatique de l'os maxillaire qui part vers l'os zygomatique. Donc voici les rapports intrinsèques des os de la face, avec la mandibule qui est là, donc qui occupe la partie inférieure de la face. Donc là, ici, au niveau, donc vous voyez des rapports là, des cavités, donc les cavités orbitaires qui sont à ce niveau. Voilà, vous avez les cavités nasales, donc qui sont creusées au sein des os de la face. Voilà, donc ici vous avez des rameaux qui vont passer ici. Donc vous avez le rameau nasal externe du nerf ethmoïdal, antérieur là. Vous avez ici, donc au niveau de la partie infraorbitaire, donc le foramen. Donc ici c'est la partie infraorbitaire. Vous avez ici le foramen infraorbitaire qui livre passage au nerf infraorbitaire. Et au niveau de l'os zygomatique, vous avez aussi un orifice, donc il livre passage au rameau zygomatico-facial. Donc ces rapports nerveux sont importants à connaître. En effet, lors des fractures, donc on peut avoir des troubles sensitifs si ces nerfs sont lésés. Donc l'anatomie des os de la face connue, nous pouvons à présent aborder les moyens d'exploration et quelques applications cliniques. Donc nous disposons des moyens d'observation directs que nous avons vus au cours de la première leçon. Donc ces moyens d'observation directs, on va les nommer en 3e, 4e année, l'examen physique, de l'extraction, de la palpation, de la position, de l'auscultation et de la mensuration, entre autres. Donc voici l'exploration sur le vivant. Donc il y a des parties au niveau des os que l'on peut palper. Ici, nous pouvons palper ici le processus mastoïde et en suivant le prolongement vers le bas, nous avons ici le muscle sternocléidomastoïdien et en arrière, nous avons le muscle de la nuque. Donc ici, vous voyez le pointier là, entre le port acoustique externe que vous voyez là, le processus mastoïde de l'os temporal, on trace une ligne qui passe par le muscle sternocléidomastoïdien, notamment par son bord antérieur. Voilà. Donc, ce sont des repères qu'on peut palper chez le vivant. Donc, comme moyen d'observation indirect
encore appelés les examens morphologiques. Nous avons la radiographie, la topodensitométrie ou encore le scanner, l'imagerie par résonance magnétique, IRM. Donc, voici une radiographie qui nous montre les os du crâne et de la face. Donc, ici, vous avez là, nous avons étudié ça, vous avez la suture sagittale à ce niveau. Nous avons une structure importante que nous avons mentionnée quand on étudiait les os du crâne. Il s'agit de la crista galli qui va servir d'insertion à la fois du cerveau. Là, ici, nous avons la partie supraorbitaire. Donc, vous voyez que rien qu'avec la simple radiographie, on peut étudier beaucoup d'os. Donc là, nous avons un examen performant qui est le scanner. Donc ici, nous avons des coupes horizontales ou axiales. Donc, il nous montre en avant, ici, les os de la face, ici avec en arrière. Donc, la fosse crânienne postérieure, les fosses temporales, donc avec de l'encéphale à l'intérieur. Donc ici, vous avez le globe oculaire ici en avant, la fosse crânienne postérieure. Donc c'est un examen vraiment performant pour étudier les os de la face et du crâne. Voilà. Donc ces méthodes d'observation permettent de poser la plupart des pathologies affectant les os de la face. Nous allons aborder quelques-unes de ces pathologies dans le deuxième sous-chapitre de l'application et des moyens d'exploration. Donc ici, nous avons des fractures. Donc des fractures au niveau de l'os maxillaire. Ici, ça c'est la fracture classée Lefort 1. Ici, vous avez la fracture qui est classée Lefort 2. Vous verrez ces fractures-là en 3e, 4e année. Hein. Et là, vous avez la classification Lefort 3. Voilà. Donc, la fracture qui est vraiment étendue, qui porte sur la majeure partie des os de la face. Donc, voilà. Ici, vous avez la classe 1, ici la classe 2 et la classe 3, ici ou le type 3. Voilà, donc ici nous avons la fracture là, la fracture au niveau du corps, là, au niveau du corps de la mandibule. Nous avons ici la fracture au niveau de la branche de la mandibule. Et là aussi nous avons deux fractures. Voilà, donc la radiographie permet d'étudier quand même certaines fractures au niveau de la mandibule. Voilà. Donc voici comment on traite ces fractures-là. On peut utiliser des matériels afin de mettre en contact les os et de les solidariser pour qu'ils ne bougent pas après. Donc ici vous voyez là, donc les deux os là ne sont plus en contact, donc on le met en contact avec le risque de lésions nerveuses. Vous voyez le nerf là qui passe ici. Donc là et ensuite on les maintient ensemble par des instruments. Voilà, donc par des instruments, des plaques que vous voyez là. Donc vous verrez ça avec le prof de chirurgie maxillo-faciale. Voilà. Pour conclure, l'anatomie des os de la face constitue un prérequis pour la compréhension de la myologie. Elle constitue également un préalable pour l'interprétation, pour le diagnostic correct des pathologies des os de la face, pour l'interprétation des examens morphologiques et surtout pour les interventions chirurgicales. Merci de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle leçon.